selon de responsabilité dans la mais vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa gauche, ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Dans cette entrevue, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, dénonce avec véhémence les récentes initiatives législatives du gouvernement québécois. Au cœur des préoccupations, le projet de loi 94 sur la laïcité, perçu comme une instrumentalisation politique, et le projet de loi 89, qui menace le droit de grève. Monsieur Gingras n'hésite pas à parler de vengeance du gouvernement et de poudre aux yeux, promettant une bataille juridique si nécessaire. Découvrez les enjeux et les répercussions de ces projets de loi sur l'éducation et les droits des travailleurs. Je voulais aborder un peu les trois sujets suite aux trois communiqués que vous avez fait paraître dernièrement, les deux projets de loi, puis la laïcité aussi dans les écoles. On pourrait peut-être commencer par le projet de loi 94. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler c'est quoi, pourquoi il suscite autant de réactions de la part de la Fédération des syndicats de l'enseignement? C'est l'ensemble, donc pas juste des syndicats de l'enseignement, mais le personnel de soutien des personnels professionnels. Donc, c'est vraiment l'ensemble du réseau scolaire. Là, je tiens juste à le préciser. Donc, dans le fond, projet de loi 94 vient, si on veut, renforcer, c'est ce qui est dit par le gouvernement, les principes de laïcité dans le réseau scolaire notamment. Et là, là où d'un côté, on se pose certaines questions, notamment l'élargissement de l'interdiction des ports des signes religieux. Avant, c'était juste les enseignants. Le projet de loi introduit le fait que ça va être tout le personnel. C'est sûr qu'on a des questions, parce que nous, ce qu'on veut demander, on n'est pas sur le fond, parce que sur le fond, on est d'accord avec la laïcité de nos écoles, l'égalité homme-femme, le fait français, l'obligation de parler en français, etc. Tout ça, ce sont des éléments avec lesquels on est en accord. Par contre, qu'on fait un projet de loi qui doit s'appliquer partout au Québec, il faut penser aussi à la réalité du quotidien là, du personnel qui, eux, sont bien d'accord avec les principes, mais veulent savoir c'est quoi l'impact, moi, que j'ai au quotidien, puis qu'est-ce que ça veut dire dans ma classe, dans mon école. Et là, nous, ce qu'on pose comme question, c'est, OK, mais dans certains milieux à travers le Québec, c'est vrai dans la grande région de Montréal, mais c'est aussi vrai ailleurs, où c'est possible que ça engendre, où il y a déjà pénurie, encore plus de pénurie. On veut demander au ministre, y avez-vous pensé? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les premiers éléments. Après ça, autre élément vient du fait que et d'ailleurs, il y aura une lettre qu'on a envoyée parce qu'on demande officiellement au ministre de retirer certains articles, parce que des articles, notamment sur l'évaluation du personnel des enseignants une fois par année, on dit, écoutez, enlevez ça de là. Ça n'a aucun lien avec la laïcité. On le sait parce que ça fait à peu près 5, 6 ou 7 ans qui, à certains moments, lorsqu'il y a d'autres projets de loi, c'est proposé. Et donc, on utilise le véhicule donc, du projet de loi sur la laïcité pour y introduire autre chose. Alors, nous, ce qu'on dit, il faut le retirer. Alors, c'est un projet de loi où, oui, effectivement, il faut s'assurer que l'école soit laïque. On rappelle aussi que, quand même, hein, ça, c'est arrivé après qu'il y a eu, ce qui est arrivé à l'école Bedford à Montréal, et après ça, 17 autres écoles. Et là, on dit un projet de loi pour 3000 écoles à cause de ce qui s'est passé dans 17 écoles. On sent un peu d'opportunisme politique derrière ça, parce que bien souvent au Québec, quand on parle de laïcité, ça fait monter un peu le gouvernement ou le parti dans les sondages. Alors, c'est un peu ça au niveau du projet de loi 94. Ce que je comprends, c'est que là, on pourrait avoir des écoles laïques, mais avec une certaine souplesse. Est-ce que c'est ça que je comprends, c'est que le gouvernement voudrait complètement bannir, non seulement pour les enseignants, oui, mais que les élèves eux-mêmes aussi ne puissent pas manifester quelques signes que ce soit? C'est sûr que, comme je vous dis, je le répète, on n'est pas contre le fond. On est d'accord avec ces principes de laïcité. Mais à un moment donné, il faut se parler des impacts, de ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on est à confectionner notre mémoire. On sera en mesure de vraiment donner officiellement notre position dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, parce qu'on sera entendu en commission parlementaire. Mais en date d'aujourd'hui, je vous dirais qu'on a beaucoup de questions. Parce que moi, je peux bien parler de grands principes, mais les membres qu'on représente, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi les effets. Alors, nous, ce qu'on a fait, puis on l'avait fait dans le projet de loi 21, puis on le fait habituellement, c'est que oui,
On se positionnera sur le fond, là. Mais là, on est vraiment sur la forme. Puis comme je vous dis, la forme laisse un peu à désirer. J'ai parlé de l'évaluation des enseignantes, des enseignants, des effets de l'interdiction. Et après ça, je vais vous donner un autre exemple. Le fait qu'on ne pourra plus aller à l'école visage voilé, hein, ça a été dit. Mais faut pas oublier, puis encore une fois, sur le fond, on est d'accord, mais tantôt, je parlais d'opportunisme, je vais finir par le dire, politique. Ben, quand il est questionné, le ministre, il dit, est-ce que vous avez déjà vu ça? Il dit, oui, ça m'a été rapporté une fois. C'est ça qu'on dit. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec le principe? Bien sûr. Mais est-ce qu'on faut vraiment s'en aller là pour 3000 écoles, etc. Et c'est là-dessus qu'on questionne. Pour l'instant, on est dans les questions. D'accord. Puis en ce qui concerne le fait de vouloir faire une évaluation des enseignants, est-ce que ça a un lien avec la pénurie d'enseignement, les formations, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui veut pour passer au travers de ça? Ben, moi, je vous dis, ce qu'on sent, nous autres, c'est un désir de certains fonctionnaires ou de certains grands penseurs depuis des années qui disent non, il faut évaluer, il faut évaluer, il faut évaluer. Alors que présentement, ça existe, la supervision pédagogique. Ça existe déjà, là. Une direction d'école, à n'importe quel moment, peut le faire. Et c'est bien tant mieux. Et là, président d'une centrale syndicale, je vous dis, c'est bien tant mieux parce que regardez présentement, alors qu'il y a pénurie, vous le dites, il y a pénurie. Et donc, on a beaucoup de personnel, des enseignants non légalement qualifiés. Ben oui, ça prend une certaine supervision parce qu'ils ont pas ils sont pas formés pour ce faire. Par contre, là, on vient l'instaurer obligatoire à chaque année. Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rajouter sur la lourdeur. Et là, la question se pose justement, en période de pénurie, alors que le personnel dit c'est lourd dans nos milieux, est-ce qu'on veut vraiment rajouter ça? Et après ça, on va se le dire, il n'y a pas de lien entre cette idée-là d'évaluation obligatoire et la laïcité, là. Je veux dire, l'un n'empêche. Il n'y a pas de lien entre les deux, là. C'est plutôt ça. Donc, une fois que je vous ai dit ça, ben, on utilise le véhicule du projet de loi pour instaurer quelque chose que certains grands pensants. Moi, je vous dirais que si on questionne des directions d'école, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, là. Donc, après ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Nous, on dit, retirons ces articles-là, parlons du fond, de la laïcité, comme je vous ai dit. On a des questions, mais on est capable de se positionner éventuellement. On va le retirer, puis on discutera de l'évaluation ultérieurement. Parce que effectivement, on comprend, on voit qu'il n'y a pas de lien entre ces deux points-là. C'est quoi la raison du gouvernement d'avoir décidé de les... C'est quoi leur point de vue, dans le fond? Pourquoi ils ont décidé de les mettre ensemble? Ben, ça, je vous dirais que lorsqu'on questionne le ministre de l'Éducation là-dessus, il dit que ça va aider. Bon, il part la cassette. On pense que c'est une autre façon d'aider pour la laïcité, etc. Les ramène. Regardez ce qui s'est passé à Bedford. Regardez ce qui s'est passé dans les 17 autres écoles. Il n'y a pas de moins. Alors que c'est faux. Il existe. N'importe quelle direction lève la main puis dit à l'enseignant visé, ben, viens, on va faire une planification sur l'année. On va faire la supervision pédagogique. La raison pourquoi ils ne le font pas partout, tout le temps, alors qu'ils le peuvent. Hein. Une direction peut le faire dans son école quand elle le veut présentement. C'est parce qu'elle n'a pas le temps, puis elle se concentre sur ceux qui ont plus de difficultés. Alors, est-ce que c'était ça l'enjeu de l'école Bedford, alors qu'on a très bien vu qu'il y avait de l'intimidation, il y avait de la crainte, il y avait une mauvaise prise en charge des directions, etc. Alors, c'est de la poudre aux yeux. Puis pourquoi est-ce que le ministre le fait? Moi, je vous le dis, ça fait des années qu'on tente de le faire. Là, on utilise ce moyen-là parce qu'il y a peut-être des gens au ministère de l'Éducation qui trouvaient donc que c'était une bonne idée. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'il y a un cas isolé qui veut servir un peu de situation pour mettre dans un état général quelque chose. Est-ce on pourrait peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent, si toutes ces choses-là se mettaient en place, quelle pourrait être la répercussion réelle dans des écoles où justement il n'y a pas ce genre d'impact-là? Ouais. Ben, c'est ça qui est difficile pour l'instant. Vous savez, comme centrale syndicale, on n'a pas tous les chiffres, on n'a pas et c'est pour cette raison-là qu'on veut poser des questions. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines écoles où euh, il y a, par exemple, 30% du personnel de soutien qui serait visé par la restriction du port de signes religieux, notamment dans les services de garde, etc., grande région de Montréal, mais il y en a ailleurs aussi. Donc, si on perd ces gens-là qui décident de les garder, parce que c'est un travail très précaire, hein, être dans les services de garde, il y a beaucoup de mouvements, de rotation.
Donc, on pourrait en perdre qui vont dire, ben non, je vais aller travailler ailleurs, donc je ne ferai plus ça. Mais ça va vouloir dire quoi? Alors, ça, c'est une question qu'on se pose. Maintenant, sur le fond, est-ce qu'on est d'accord? La réponse, c'est oui. Même si encore, là, on sait, il y avait eu un espèce de consensus Bouchard-Taylor qui n'allait pas aussi loin que ça, mais on est capable de comprendre que maintenant, bon, il y a peut-être quelque chose à travailler. Mais on ne peut pas, d'un côté, parler des valeurs, parler de ça, sans penser aux impacts réels, fondamentaux, et se dire, est-ce que c'est le port de signes religieux qui a fait que les choses n'ont pas bien été à Bedford, alors que c'était majoritairement des hommes? Et là, ça a été nommé, là, c'est pas moi qui le dis, qui, eux, n'en portent pas de signes religieux. Alors, moi, on pose la question. Donc, on est d'accord avec la laïcité de l'État, mais on sent vraiment une instrumentalisation à des fins politiques de la laïcité. Et ça, je pense, c'est ça qu'il faut retenir. Au-delà de, je vous rappelle, là, 17 écoles qui ont été visées et il y en a 3000 au Québec. Est-ce qu'il y a un grand fléau? Voilà, je pose la question. J'aimerais qu'on s'en aille maintenant vers le projet de loi 89. Pareil, si vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que concerne en fait ce projet de loi-là. Projet de loi très important, bien sûr, qui a semé la colère dans nos rangs. Deux éléments importants à retenir. Le premier, le ministre se donne un nouveau droit dans ce projet de loi-là, qui est celui de mettre fin à une grève et d'envoyer à l'arbitrage exécutoire la décision pour la convention collective. Il pourra toujours avoir des négociations, mais ultimement, c'est ce que ça permet. Donc, un nouveau droit que le ministre a. Le ministre calque un peu cette idée-là sur l'article 107 utilisé par le gouvernement fédéral, notamment au port de Montréal, au Poste Canada, conflit de rails, etc. Le problème avec ça, c'est que l'employeur le sait, se croise les bras et attend l'intervention du ministre et ça s'est fait. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est ça. La différence, c'est que ce mécanisme-là ne pourrait pas se faire dans le secteur public, donc chez les profs, chez le personnel de soutien, les professionnels. C'est un mécanisme juste pour le personnel, ce qu'on appelle dans notre jargon, hors le 37, donc à l'extérieur des services publics. Ça, c'est le premier élément. Mais quand même, ça touche beaucoup de conflits. Ça touche des conflits dans le secteur, dans les secteurs privés, de la métallurgie, etc. Là. Donc ça touche quand même plusieurs endroits. L'autre élément qui est dans le projet de loi, c'est celui des services minimums. Il existe présentement des services essentiels, donc en santé, les pompiers, les policiers, qui n'ont pas le droit de grève ou le droit de grève est restreint en fonction de listes, par exemple, les ambulanciers, etc. Ça existe déjà. OK? Là, il vient introduire un nouvel élément qui est celui de service minimum et que on peut y faire référence si il y a des certains si le bien-être, hein, c'est le terme qui est utilisé, le bien-être de la population est mis à mal au niveau économique, social ou environnemental. Là, écoutez, le bien-être, là, puis là, c'est là-dessus, on dit, ouais, mais là, le bien-être, il est touché assez facilement. Quelqu'un qui va dire, moi, je peux pas envoyer mon enfant à l'école une journée, ben, je peux pas aller travailler, donc mon bien-être économique est mis à mal. Donc, ce qu'on vient faire avec ce projet de loi, c'est que ça envoie au TAT, Tribunal administratif du travail, l'idée de dire, ça va être quoi le service minimum à donner? Est-ce que ça va être de donner l'école une demi-journée? Donc, tu fais une grève d'une journée, mais il faut que tu fournisses une demi-journée. Est-ce que c'est d'être en grève, mais de permettre aux écoles qui ont des élèves en difficulté d'apprentissage ou de handicap, etc., de rester ouverts? Et là, on ne le sait pas, on navigue à nu, c'est du nouveau droit. Mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient modifier complètement le rapport de force. Vous imaginez, en discussion dans un conseil de ministres, la présidence du Conseil du Trésor, le ministre de l'Éducation, le ministre du Travail ils discutent. Facile d'établir un plan. Puis pendant ce temps-là, ben, les syndicats, rappelez-vous ce qui s'est passé dans la ronde de négociation. Le Front commun a fait une grève de 8 jours et demi en éducation. Là, ce serait plus les mêmes enjeux. Tu pourrais plus faire de grève ou bien différentes. Ben, ça permet à ce moment-là à l'employeur de se croiser les bras et d'attendre parce que t'as plus de moyens de pression. On sent vraiment une certaine vengeance du gouvernement là,
de cet appui de la population au mouvement des syndiqués, notamment dans le secteur public. Alors, voilà les deux enjeux. D'un côté, un nouveau droit que le ministre se donne, et un nouveau seuil à respecter dans des secteurs comme les... C'est vrai pour tout le monde, dans le secteur privé, etc., mais c'est aussi vrai et vrai visé pour l'éducation notamment. Parce que je sais qu'aussi qu'il y a des fois le secteur de la santé, entre autres, qui vont embaucher du personnel privé pour combler des besoins de manque de personnel. Est-ce que le fait que ces gens du privé travaillent dans le public sont affectés par ce genre de situation? Est-ce que ça Oui, joue? Ouais. oui, oui. La manière que fonctionne le droit du travail au Québec, c'est que le personnel privé ne peut pas se substituer à du personnel en grève. Alors, si tu en engages, eux aussi ont les mêmes obligations de respect, de ligne de piquetage, etc. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'on vient à ce moment-là réduire les impacts de la grève. Alors, la population peut se dire, ah ouais, ben ça c'est bon, ça réduit les impacts sur nous. Mais en même temps, on a très bien vu que si les syndicats, notamment en éducation, ne lèvent pas la main, n'agissent pas, ben, bien souvent, et regardez l'exemple, et ce qui est paradoxal, c'est d'un côté, on parle du bien-être de la population lorsqu'il y a des jours de grève, mais d'un autre côté, on propose des budgets de la province où on va couper les services. Qu'en est-il du bien-être de la population à ce moment-là? Alors nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, si vous voulez nous parler de bien-être, puis je rappelle, là, juste petite statistique importante, dans les 30 dernières années, là, il y a eu 15 jours manqués en éducation au Québec pour des grèves. 15 jours en 30 ans. Je pense pas que ça a eu un réel impact. C'est ça. Quand ça arrive, ça en a un, là. Mais sur les Mhm. jeunes, dans leur vie, dans leur fonctionnement, 15 jours en 30 ans, il y a probablement eu plus de journées de tempête, de journées de verglas, d'élections, de problèmes d'Hydro-Québec qui ont fermé des écoles. Aujourd'hui, je vous parle des écoles fermées là, dans les Laurentides à cause du verglas. Donc, écoutez, est-ce qu'on va aller au TAT, Tribunal administratif du travail, pour dire qu'il y a une atteinte au bien-être de la population? Voilà. Je pense qu'avec Mhm. le sourire, je pense que les gens comprennent bien ce que je dis. Est-ce qu'on peut parler d'entrave au droit de la liberté? Je comprends que la grève est un moyen puissant d'accéder à certaines négociations. Est-ce on peut dire que c'est ça? Oui, et bien sûr. Et je rajouterai qu'en plus, depuis, je vous dirais peut-être une décennie maintenant, ça a été confirmé comme un droit constitutionnel inscrit dans la charte, le droit de grève. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le restreindre, on vient modifier le rapport de force. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va le contester dès que... D'ailleurs, ceux qui l'ont utilisé au fédéral, l'article 107, tantôt je faisais le parallèle, c'est contesté. Les collègues qui contestent ont des bonnes chances de gagner. Nous, on va contester, bonnes chances de gagner aussi. Mais ça va se faire dans quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et d'ici là, ben, on sera pas en mesure de faire valoir là, notre point de vue. Et ça, c'est bien malheureux. Et pour terminer, pour encapsuler un petit peu justement tous ces points-là, ben là, vous avez répondu un peu à la question pour ce dernier projet, mais est-ce que c'est quoi les prochaines étapes? Vous parliez d'un mémoire. Est-ce qu'il y a, je sais que vous êtes sur le front pour justement défendre ces points-là. À quel moment on peut se dire que justement le gouvernement pourrait peut-être réviser ça? Ben, c'est ce qu'on souhaite, hein, parce que là, on est allé en commission parlementaire, il y a peut-être une semaine de ça. On a fait valoir notre point de vue. On a demandé de retirer le projet de loi. Et s'il y a réellement certains problèmes, on a des endroits pour en discuter. Vous savez, au Québec, on a cette capacité d'avoir des endroits de dialogue social où siègent des patrons, les syndicats, la centralier, la CSQI et aussi le gouvernement. Alors, on l'a fait dans le passé, des problèmes sont soumis, on en discute, on essaie de trouver des solutions. Là, c'est pas ce qui est arrivé. Ça a été descendu directement en projet de loi. Bien sûr, les patrons sont contents. Bien sûr, ça va de leur côté. On vient déséquilibrer pour les patrons le rapport de force. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est présenter un mémoire qui demandait un retrait. On a demandé vendredi ou jeudi dernier plutôt. Jeudi dernier, on a demandé officiellement avec mes collègues de la CSN et de la FTQ une rencontre avec le premier ministre François Legault parce qu'on sait que
il est quand même derrière ce projet de loi-là. Il n'y a pas juste le ministre du Travail Boulay, il y a des choix politiques qui sont faits pour faire la même demande. Écoutez, ça, on a besoin de travailler sur certains problèmes, on peut y aller, mais c'est pas ce projet de loi-là qui l'aide. D'ici là, on continue, on est toujours présent, on continue à suivre les déplacements pour rappeler qu'on est toujours mécontent de ça, toujours correctement, bien sûr. Il y a pas de, on sait bien faire les choses dans le monde syndical au Québec, notamment aussi avec la SCSQ. Mais si par hasard c'était adopté ce projet de loi-là, ben à ce moment-là, on s'en va avec les armes juridiques pour contester rapidement ce projet de loi-là. Merci beaucoup, Éric, pour votre temps. Ça me fait plaisir. Merci à vous.